Bonjour, bienvenue sur les conférences Quidquam. Alors pour cette nouvelle saison, on accueille Julien Bobroff du laboratoire de physique des solides de l'Université Paris-Sud. Julien, on est heureux de t'accueillir pour cette conférence où tu vas nous parler des aimants. Alors, apparemment, les aimants, ça paraît tout simple, mais on va y mêler la théorie de la relativité et la physique quantique pour comprendre tout ce qui concerne en fait les aimants. Donc également avec toutes les applications que tu vas pouvoir nous citer. On te souhaite une bienvenue et on est prêt à t'écouter et à te poser ensuite toutes les questions via le hashtag quidquam_aimant. Merci. Bonjour à tous. Je vais effectivement vous parler des aimants. Alors j'espère qu'on ne vous a pas fait fuir en vous disant que les aimants étaient quantiques et relativistes et que ça allait être un des objets les plus compliqués possibles en physique. Je vais essayer avec douceur de vous expliquer ce qui se passe dans les aimants et pourquoi un aimant est un aimant. En fait, une question qui peut sembler assez simple mais qui en réalité, vous allez voir, très subtile. Et cette question, elle va nous emmener assez loin dans la physique la plus moderne. Elle va nous emmener jusqu'aux recherches les plus récentes. Et à la fin de l'exposé, je vous parlerai d'un ou deux exemples de recherches actuelles, à la fois du côté fondamental, de la physique la plus quantique possible, jusqu'à un côté très appliqué, avec de l'électronique, vous allez voir, et même de l'imagerie médicale. Mais avant d'en arriver là, il va falloir que je vous explique ce que c'est qu'un aimant, et donc on va essayer de comprendre cette question-là ensemble pendant cette petite conférence. Les aimants, c'est quand même un truc fascinant, je veux dire, il faut commencer par là. Alors moi, j'ai amené avec moi des petits aimants, vous savez, les aimants scolaires, juste pour, voilà, hop, comme ça, pour se démontrer. Alors ça, tout le monde en a l'habitude, ok, ça s'attire dans un sens, de l'autre côté, ça se repousse, pôle sud, pôle nord. Quand même, souvenez-vous à quel point c'est un objet fascinant. La première fois qu'on joue avec des aimants quand on est enfant, c'est un truc dingue, c'est un truc qui attire à distance, avec une force qui est invisible, et puis qui, quand on ne le met pas dans le bon sens, repousse, c'est quand même un truc fou. Et donc, il faut garder quand même cette petite étincelle de l'émerveillement qu'un enfant peut avoir devant les aimants et que moi, j'ai encore devant les aimants. Alors cet émerveillement, il peut prendre plein de formes. Là, je vous en ai amené un que je trouve vraiment rigolo. C'est un aimant liquide. Ça s'appelle un ferrofluide. Alors le ferrofluide, si on peut zoomer sur moi un instant, c'est un petit liquide noir qui contient plein de petits aimants. Alors si on peut zoomer, voilà, tout le monde le voit, cette espèce de liquide noir, un peu comme du vinaigre. Et en fait, il est sensible aux forces magnétiques. Si je prends un aimant, vous avez vu, ça tire dessus, ça fait des espèces de pointes très élégantes. Et donc on peut créer des liquides magnétiques. Un aimant, ce n'est pas seulement un gros machin comme je vous ai montré avant, ça peut être aussi un objet tout à fait amusant et liquide. Au passage, ces petits aimants que je vous montre là, c'est parmi les meilleurs aimants qu'on sache faire actuellement. C'est des aimants à base de néodyme, de fer et de bore. Alors ils sont tellement petits que vous ne les voyez pas. Vous voyez, ils sont un petit peu brillants. Et ils sont très puissants. Si on peut zoomer sur moi à nouveau, regardez, hop, si je les mets comme ça, ça tient à travers ma main. C'est des aimants très puissants. Il faut faire attention à ne pas se pincer les doigts quand on les utilise. Ils sont pour le coup bien plus puissants que le gros aimant que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière tous ces aimants-là. Première question, où est-ce qu'il y a des aimants autour de nous? Je vous en ai montré, mais ceux-là, vous ne les avez pas autour de vous, à moins que vous retourniez en classe ou dans des démonstrations dans des musées de sciences. Autour de nous, l'endroit le plus simple auquel on peut penser, c'est le frigidaire. Les magnets sur un frigo, c'est des aimants qui collent et qu'on a dans la vie de tous les jours. Autre exemple, votre carte de crédit, vous savez que si vous approchez un aimant de ça, eh bien ça l'écrase complètement, ça l'efface, parce que la bande noire qu'on voit ici est composée de petits aimants qui forment le code de la carte de crédit. Autre exemple encore, les écouteurs que vous vous mettez pour écouter de la musique, si vous le cassez avec un marteau, cet écouteur, le jour où il ne marchait plus, faites l'expérience, vous allez retrouver dedans un petit haut-parleur avec en particulier une petite bobine, alors j'y arrive pas du tout, là il faudrait que je fasse comme Miss Météo, voilà, une petite bobine ici, et puis là à côté un aimant qui est exactement le même que celui que je vous ai montré tout à l'heure, en néodyme fer-bore, et qui sert à jouer le rôle d'un haut-parleur pour votre oreille. Autre exemple d'aimant qu'on connaît dans la vie de tous les jours, la Terre. La Terre qui nous entoure est un magnifique aimant. C'est ça qui fait fonctionner les boussoles, même si on s'en sert plus beaucoup avec nos smartphones de maintenant. La boussole s'oriente dans le champ magnétique créé par la Terre. Donc de ce point de vue-là, la Terre, c'est un gros aimant. Pas très puissant, c'est peut-être 1000 à 10 000 fois moins puissant que l'aimant que vous avez dans votre écouteur, mais c'est quand même un aimant. On retrouve aussi parfois le magnétisme chez certaines espèces animales, en particulier chez les oiseaux migrateurs, où on commence à avoir clairement compris que la migration des oiseaux et la façon dont ils retrouvent leur chemin au retour vient probablement de capteurs magnétiques qu'ils ont et qui s'orientent dans le champ de la Terre. Autre exemple tout bête, dans la vie de tous les jours, les moteurs à induction utilisent des aimants. On va transformer du mouvement en électricité ou réciproquement, et c'est par exemple ce qui se retrouvera dans vos mixeurs. Des exemples un peu plus modernes, l'IRM dans les hôpitaux, cette espèce de tube dans lequel vous allez rentrer pour
prendre une image de votre corps ou de votre cerveau, est constitué d'un aimant très puissant, lui à base de supraconducteurs. Alors, si on veut comprendre ce qu'est un aimant, la première question c'est pourquoi est-ce qu'un aimant fait une force autour de lui? Et ça c'est quelque chose qu'on a assez bien compris dès le 19e siècle. En fait, un aimant crée autour de lui un champ magnétique. Alors ce champ, on ne le voit pas à l'œil nu, mais on le sent. Si on approche un autre aimant, on sent bien que ça pousse, que ça attire, et puis plus ou moins selon qu'on soit loin ou près. Alors ça, on peut le voir un petit peu mieux si on dispose un peu de l'émail de fer autour de l'aimant. Vous pouvez faire l'expérience chez vous. Vous allez voir apparaître des lignes. Et ces lignes-là, qui vous voyez, présentent très clairement une forme. On appelle ça les lignes de champ. C'est les lignes du champ magnétique créé par l'aimant autour de lui. Ça veut dire que si vous mettez une boussole, elle va suivre ces lignes. Ça veut dire que si vous approchez un autre aimant, il va suivre le champ magnétique créé par ces lignes. Donc un aimant attire les autres aimants ou des substances magnétiques grâce au champ magnétique qu'il crée autour de lui. Et c'est ce qu'on comprend assez bien au 19e siècle, on comprend même la forme de ces lignes, leur amplitude, leur portée. Ce n'est pas pour ça qu'on a compris ce que sont des aimants. J'insiste là-dessus, c'est peut-être la chose la plus importante à retenir de cette conférence. On n'a pas besoin de la physique quantique ou de la relativité pour comprendre ce champ magnétique. Par contre, ce que ça n'explique pas du tout, c'est pourquoi certaines substances sont des aimants et pas d'autres. Pourquoi, par exemple, l'alliage que je vous ai montré à base de fer ou de néodyme va créer ces lignes autour de lui et attirer d'autres aimants, alors que si vous prenez un bout de cuivre, ou un bout d'or, ou un bout d'aluminium, vous pouvez faire l'expérience chez vous, ça colle à rien du tout. Ce n'est pas un aimant. Donc certaines matières sont des aimants, d'autres pas, et cette différence-là, on ne l'a absolument pas comprise avec la magnétostatique du 19e siècle. On a juste compris l'effet des aimants. Et c'est cette question-là qu'on va se poser maintenant ensemble ce soir. Donc la question que j'aimerais résoudre avec vous, c'est pourquoi est-ce que certains matériaux sont des aimants et pas d'autres? Qu'est-ce qui se passe dans la barre rouge qu'on voit là, qui ne se passerait pas dans un bout d'aluminium ou dans un bout de cuivre? Et alors ça va être compliqué comme question, parce que ça va nous emmener dans la physique la plus moderne possible, qui est la physique quantique et la relativité restreinte d'Albert Einstein. Alors pourquoi? Pour comprendre ça, il va falloir se replonger en 1922. 1922, une année charnière dans cette histoire-là, quand deux Allemands, Stern, ici, et Gerlach, ici, font une expérience qui est la suivante. Stern et Gerlach vont prendre un gros aimant avec un pôle sud et un pôle nord. Les aimants sont fabriqués de sorte que le pôle sud agit un peu plus que le pôle nord. Donc en gros, l'aimant du haut est plus fort que l'aimant du droit, le pôle sud du haut est plus fort que le pôle nord du bas. Et cette machine-là, c'est ce qu'on appelle un champ magnétique avec un gradient, c'est-à-dire qu'il varie, en gros, il est plus faible en bas, plus fort en haut, va leur servir à dévier les aimants. Ce qu'ils vont chercher à faire dans cette expérience, c'est regarder si un atome, en l'occurrence pour eux c'est un atome d'argent ou un atome d'hydrogène, un atome d'argent, est-ce que c'est un aimant? Est-ce que quand on casse la matière dans son entité la plus élémentaire, l'atome, est-ce que cet objet qui nous reste là est un aimant ou pas? Très bonne question, très légitime. Si je casse un aimant plein de fois et qu'il me reste un atome dans la main, est-ce que ça se comporte comme un aimant? Ils vont faire l'expérience suivante, ils vont prendre un four avec de l'argent, ils vont évaporer l'argent qui va sortir par un petit trou du four et qui va s'en aller et passer dans cette espèce de gros aimant que je vous ai décrit. Si l'atome d'argent est magnétique, il va être dévié. Alors on peut le voir à travers cette petite animation. L'animation va vous montrer ce qui se passe dans le dispositif inventé par Stern et Gerlach. Si vous pouvez lancer l'animation, voilà. Vous voyez le dispositif, le truc bleu et le truc blanc, c'est le gros aimant dont je vous ai parlé. Et puis on va envoyer des atomes d'argent dans ce dispositif. Alors si on envoie un petit aimant avec un pôle nord et un pôle sud, on peut prévoir ce qui se passe, c'est facile. C'est attiré par le pôle sud quand c'est nord, donc ça monte vers le haut. Et si vous faites l'inverse, c'est que vous retournez l'aimant, et que maintenant vous avez le pôle nord vers le bas, ça va aller vers le bas. Et si vous le mettez horizontal, ça va tout droit. Donc vous avez inventé une machine à détecter les aimants. Il suffit de regarder ce qu'il y a sur l'écran derrière. Si ce n'est pas dévié et que ça arrive au milieu, ça n'est pas un aimant. Si ça arrive en haut ou en bas ou à des distances intermédiaires, ce sont des aimants. Ils font l'expérience que vous allez voir maintenant avec des atomes d'argent. Et là, ils mesurent quelque chose de tout à fait étonnant, de totalement inattendu. Ils mesurent que l'atome d'argent est dévié, mais il est dévié de façon incompréhensible. Regardez bien sur l'animation. Ça, c'est des petites animations qu'on a réalisées. L'atome d'argent est toujours dévié vers le haut ou vers le bas. Un peu comme si l'atome d'argent se comportait comme un aimant, certes, mais un aimant d'un style très particulier, un aimant qui ne veut être que nord-sud ou que sud-nord. Aucune position intermédiaire. Stern et Gerlach ne comprennent pas bien cette expérience à l'époque, ils vont d'ailleurs mal l'interpréter, ils ne vont pas comprendre qu'il y a des aimants là-dessous. Mais réfléchissons à ce que nous dit cette expérience. Cette expérience, elle nous dit qu'un objet aussi simple qu'un atome d'argent ou d'hydrogène, se comporte comme un aimant, première réponse, et un aimant d'un style totalement inattendu, c'est un aimant qui va choisir soit d'être seulement pôle sud, pôle nord, soit d'être seulement pôle nord, pôle sud, et de ne jamais être dans une position intermédiaire. Les gens qui vont comprendre ce qui se passe dans ces atomes d'argent,
vont comprendre ça quelques années après l'expérience. L'expérience est arrivée d'abord. Et 5 à 10 ans après, Uhlenbeck, Kramers et Goudsmit d'un côté, puis Dirac ensuite, vont réellement comprendre ce qui se passe dans ces atomes d'argent. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est ce que devrait faire tout physicien dans les années 20 ou 30. Se dire qu'un électron est un objet quantique décrit par les lois de la quantique. Alors ça renverrait vers d'autres exposés qu'on a déjà fait sur le sujet, mais en gros, pour ceux qui n'y étaient pas, à petite échelle, la physique est régie par les lois de la mécanique quantique, qui vous dit plein de choses étranges, qu'un objet est à la fois un corps et une probabilité de présence, qu'un objet peut passer à travers des parois, qu'un objet peut devenir une vague géante dans un condensat. Et ce que montre cette expérience, c'est qu'un aimant, à l'échelle de la quantique, celui porté par l'atome d'argent, peut être quantifié. C'est-à-dire quantifié au sens où il est quantique parce qu'il a seulement le droit à deux positions, vers le haut ou vers le bas. Et ça, ils vont le comprendre en écrivant l'équation de l'électron dans un atome. Alors pour faire ça, comment il faut faire? Alors voilà les ingrédients, et ça, il faut attendre plusieurs années d'études pour y arriver bien, mais c'est la seule équation que je vous montre aujourd'hui, mais admettez qu'elle a de la gueule. Hein. Alors ce que vous dit cette équation, c'est comment un objet quantique se comporte. C'est ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger. Mais cette équation de Schrödinger, qui porte sur, vous voyez, cette lettre grecque, la psi, ça c'est ce qui décrit l'électron. L'équation vous dit comment l'électron va se promener au cours du temps et dans l'espace, régi par les lois de la physique quantique. Dirac, en écrivant cette équation, rajoute deux ingrédients. Regardez bien, il y en a un, c'est la lettre A ici. Ça vous dit qu'il peut y avoir un champ magnétique qui agit sur l'électron. Puis la lettre E, là, c'est la charge électrique. Donc l'électron va être sensible à tous les effets magnétiques ici à travers A, et puis à tous les effets électriques à travers la lettre phi. Et puis regardez, il y a ce bêta MC2 qui vous rappelle peut-être quelque chose. Ça rappelle E égale MC2, hein, la relativité restreinte d'Einstein. Einstein dit dans la relativité restreinte, la vitesse de la lumière est constante, et je vais réécrire toute la physique à partir de ce postulat, et toutes les lois de la mécanique, et les énergies des particules. Dirac fait ce tour de force de prendre la relativité restreinte d'Albert Einstein, la physique quantique développée par Schrödinger, Bohr et les autres, les mettre ensemble dans une même équation, avec, pour des tas de raisons de symétrie, d'énergie et autres, écrire finalement ce qu'est l'équation d'un électron dans un atome. Et une fois qu'il a écrit cette équation, il la résout. On ne sait pas toujours faire ça en physique, là pour le coup on peut la résoudre, et quand il la résout, il voit quelque chose de très étonnant apparaître. Il voit que l'électron porte une nouvelle propriété qui se comporte comme un aimant, mais un aimant quantifié seulement vers le haut ou seulement vers le bas. Il va trouver plein d'autres choses à partir de cette équation, en particulier que cet aimant un peu bizarre se couple en plus au mouvement de l'électron, on appelle ça le couplage spin-orbite. Et à partir de là, on va lui donner un nom à cet aimant quantique porté par l'électron, on va appeler ça le spin. C'est un nom bizarre, un spin en anglais ça veut dire tourner, mais ce n'est pas du tout une toupie, hein, ce n'est pas un objet qui tourne sur lui-même. C'est un objet quantique, il faut l'admettre comme ça, décrit par l'équation de Dirac, à la fois relativiste et quantique, et qui porte un aimant quantique, c'est-à-dire seulement comme ça ou comme ça. Parfois on entend dire que la physique quantique et la relativité ne font pas bon ménage. Alors attention, là elles font très bon ménage parce qu'on parle de relativité restreinte. Ce qui pose problème aux physiciens de nos jours, c'est réunir toutes les théories de la gravité à partir de la relativité générale, hein, la deuxième théorie d'Albert Einstein, et la physique quantique. Ça c'est un vrai problème et qui mène à plein de débats actuellement. Mais réunir la relativité restreinte, la vitesse de la lumière est constante, et la physique quantique ne pose aucun problème, au contraire, c'est même le fondement même de la compréhension qu'on a des électrons dans la matière, qui suivent cette équation à la fois relativiste et quantique. Bon alors là, j'espère que vous avez tenu le coup, on est monté assez haut dans les sphères de l'abstraction. On va maintenant essayer de comprendre ce qu'est cet objet, ce spin, à quoi il sert, comment on peut le manipuler, et comment on peut faire de la physique avec. Donc si je fais une petite pause là, ce qu'il faut retenir pour l'instant, de ce que je vous ai raconté depuis le début, c'est les atomes dans la matière, parfois, portent un petit aimant en eux, qu'on appelle spin, et qui se comporte de façon assez particulière, suivant les lois de la physique quantique. Vous avez remarqué que jusqu'à présent, je ne vous ai toujours pas expliqué pourquoi certains matériaux sont des aimants et pas d'autres. Et on va y venir maintenant. Alors avant d'y venir, il faut réfléchir à nouveau à ce spin. Ce spin, en fait, il est sur n'importe quel électron, donc il est dans tous les atomes, du cuivre, de l'or ou d'un métal magnétique. Ce qui va différencier les métaux magnétiques des autres, c'est que le spin ne se met pas de la même manière. Dans les métaux non magnétiques ou dans d'autres matériaux, par exemple dans ma main, il y a plein de spins, mais souvent ils se mettent tête bêche. Tête bêche de sorte qu'ils s'annulent, leurs effets s'annulent entre eux, vous voyez. Donc vous ne voyez pas un effet magnétique à la fin comme celui d'une boussole. C'est comme si vous aviez mis deux boussoles inversées l'une à côté de l'autre. Les effets s'annulent. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des matériaux qui nous entourent, sauf dans les aimants. Dans les aimants, il y a quelque chose de très curieux qui se passe. Les électrons ne se mettent pas tous tête bêche, il en reste en général un qui ne se met pas tête bêche avec les autres, qui garde son spin. Ça ne me dit toujours pas pourquoi j'ai un aimant, et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Imaginez un atome avec cet électron-là qui porte ce petit aimant. Vous avez vu, je le représente avec une petite flèche rouge, comme si c'était une boussole. Puis je prends un deuxième atome qui lui aussi a son petit électron avec son petit spin. Je les appelle des spins maintenant.
Dans cette situation, une question que se pose le physicien, c'est est-ce que cet électron-là pourrait sauter sur l'atome voisin si les distances sont proches? Et alors là, la physique quantique vous dit non, c'est impossible. C'est impossible à cause du principe de Pauli. Le principe d'exclusion de Pauli vous dit je n'ai pas le droit de mettre au même endroit deux électrons absolument identiques et ayant toutes les mêmes caractéristiques. Donc si vous prenez deux électrons complètement identiques avec le même spin, ils ne peuvent pas coexister au même endroit. Et donc, si vous laissez la nature faire, le spin va se déplacer dans son atome, mais l'électron ne sautera jamais sur l'atome voisin. Si par contre, au début, les deux spins sont tête-bêche, comme ça, alors là, dans ces cas-là, rien n'interdit à ce que l'électron de gauche, au bout d'un moment, saute sur l'atome de droite, ou réciproquement. D'accord. Alors là, on a une différence énorme pour n'importe quel physicien qui se respecte. Il voit ces deux situations et il dit « Oula, moi je préfère la situation du haut à celle du bas. » Pourquoi? Parce qu'en bas, vous avez quelque chose de très défavorable. Énergétiquement, vous avez deux électrons très proches l'un de l'autre. Et si vous avez fait un peu d'électricité, vous savez que les électrons sont chargés négativement et se repoussent. Donc les électrons détestent être sur le même atome, même s'ils ont leur spin tête-bêche. Dans la situation du haut, évidemment, ils n'ont aucun problème, vu que la physique quantique leur a interdit de sauter de l'un à l'autre dès le début. Donc la nature doit choisir. Est-ce qu'elle prend cette situation-là ou celle-là? Eh bien, dans le cas des aimants, ce que va faire la nature, c'est se mettre dans cette situation-là, c'est-à-dire aligner ses spins pour éviter qu'ils se rencontrent, pour éviter qu'ils coexistent sur un même atome. On appelle ça l'interaction d'échange de Heisenberg. L'idée est très subtile. Elle dit qu'à cause du principe de Pauli et des interactions électriques, deux spins vont souvent, pas toujours, mais souvent avoir tendance à s'aligner entre eux. Ça, c'est très troublant parce que les gens pensaient que les spins s'alignaient dans la matière juste parce que c'était des aimants qui s'alignaient les uns à côté des autres, pour des raisons magnétiques, comme deux aimants peuvent s'aligner. Eh bien, pas du tout. Ce qui fait que des spins s'alignent dans la matière, c'est des raisons électriques et quantiques. Principe d'exclusion de Pauli, interaction électrique, qui vont expliquer que deux spins vont préférer s'aligner pour s'éviter. Alors si vous faites ça sur deux spins, vous pouvez le faire sur des milliards de milliards de milliards d'atomes et des milliards de milliards de milliards de spins. Et c'est la situation que vous allez voir dans un aimant. Je ne sais pas si vous le reconnaissez, cet aimant, c'est le même que mon petit aimant de tout à l'heure, ceux que j'avais utilisés voilà, et avec lesquels je me pince les doigts. Eh bien cet aimant-là, dedans, si on peut regarder, on va avoir un spin sur chaque atome et tous les spins vont s'aligner entre eux, à cause des raisons que je vous ai évoquées juste avant. Eh bien si vous êtes dans cette situation-là, tous les effets de tous les spins s'ajoutent, de sorte qu'à la fin, vous, si vous regardez cet objet-là, vous voyez un spin géant, avec un pôle nord en haut, un pôle sud en bas. Autrement dit, maintenant, je peux répondre à la question « qu'est-ce qu'un aimant ?» Un aimant, c'est une assemblée d'atomes, portant tous un électron ayant un spin libre, il n'a pas besoin de se mettre tête-bêche avec tous les autres. Ce spin ligne s'aligne avec son voisin, qui s'aligne avec son voisin, qui s'aligne avec son voisin, et ça se propage dans un ordre parfait, on appelle ça le ferromagnétisme, et cet ordre-là, l'alignement de tous ces spins fait qu'à la fin, vous voyez la résultante, c'est-à-dire des milliards de spins qui s'ajoutent pour faire un spin géant, un aimant. Et c'est pour ça qu'au début de l'exposé, je vous ai dit, l'aimant, pour comprendre ce qu'il est, il va falloir avoir recours à la physique quantique. Maintenant, on sait ce qui se passe, principe d'exclusion de Pauli, quantification de l'aimantation dans un atome, interaction électrique, et la relativité restreinte, dont j'ai besoin, souvenez-vous, dans l'équation de Dirac, pour finalement comprendre ce qu'est un aimant. Et c'est ce qu'il y a d'assez fascinant dans ce problème, c'est qu'un truc quand même assez bête, qui est l'aimant qu'on connaît depuis 2000-3000 ans dans l'humanité, il va falloir attendre les raffinements les plus sophistiqués de la physique du XXe et du XXIe siècle pour en comprendre finalement la nature profonde. Et maintenant qu'on a fait ça, maintenant on va pouvoir commencer à jouer. Ça c'est le truc classique chez les physiciens, ils passent un certain temps à comprendre un problème, une fois qu'ils l'ont compris, alors là ils s'amusent, et ils vont commencer à manipuler des spins, à les changer, à les torturer, à les séparer, etc., etc. Et ça va leur permettre de comprendre plein de choses qu'ils n'avaient pas compris jusque-là. Alors en l'occurrence, le spin, il va servir déjà, dès les années 20, 30, 40, à comprendre plein de grands mystères. Premièrement, ça va servir à comprendre les aimants, d'accord, ça on n'aurait rien dit de nouveau. Et puis ça va servir à comprendre les liaisons chimiques. Alors on peut se dire, mais quel est le rapport, qu'est-ce qui fait que le lien entre deux atomes serait relié au spin? C'est ce que je vous ai déjà un peu raconté avant. On voit bien que si les spins sont comme ça, ou comme ça, si les spins se partagent ou ne se partagent pas, selon ce que font les électrons entre deux atomes, le spin va jouer un rôle essentiel pour voir comment les atomes s'accrochent ou ne s'accrochent pas. Et ça, c'est toute la chimie. La chimie, c'est l'art d'accrocher ensemble des atomes pour former des molécules, ou au contraire de les séparer ou de les recombiner. Et donc la chimie découvre au XXe siècle qu'en fait, elle est quantique, de la même manière que la physique découvre qu'elle est quantique. Elle est quantique et en plus, elle a intérêt à se soucier du spin pour comprendre ce qui lui arrive. Un exemple extrêmement simple de ça, c'est la classification périodique. Souvenez-vous de cette table, pour ceux qui n'en ont plus l'habitude, qui classe tous les atomes qui existent sur Terre et dans l'univers, dont on ne sait pas bien où elle s'arrête, on progresse régulièrement.
eh bien, on ne comprenait absolument pas l'organisation des atomes dans cette table. On voyait bien qu'ils allaient du plus léger au plus lourd, mais les systèmes de colonnes, on ne le comprenait pas. C'était juste parce qu'on constatait qu'ils avaient les mêmes propriétés qu'on les classait en colonnes. C'était le travail de Mendeleïev. Et Mendeleïev ne comprend pas fondamentalement ce qui réunit ces atomes. C'est la compréhension du spin qui va permettre de comprendre cette classification périodique. La façon dont on avance d'une case à l'autre, le nombre d'atomes qu'on peut mettre dans une colonne par exemple, et le nombre de ces colonnes est directement lié au spin des atomes. Parce que, en fait, des atomes diffèrent juste par le nombre d'électrons et la taille du noyau. Le noyau, on s'en fiche. Mais le nombre des électrons va être crucial. Si je mets un nombre pair ou impair d'électrons, on voit bien que les propriétés vont être très différentes. Et selon qu'ils se mettent tête bêche ou pas, là aussi, ça va jouer. Classification périodique, liaison chimique dans la matière, magnétisme. Voilà, disons, les faits de guerre du spin dans les années 30-40. Et le spin, ça reste un sujet de recherche très moderne. Je vous ai parlé dans une conférence précédente, également hébergée par KitKam, de la supraconductivité. La supraconductivité, regardez, c'est cet effet très étrange où on peut suspendre ce matériau-là refroidi à l'azote liquide ou le faire léviter dans l'autre sens. Ça, c'est pas du tout un aimant. C'est un objet tout à fait particulier et qu'on pensait avoir bien compris dans les métaux. Eh bien, cette pastille-là, on n'a pas encore compris d'où vient la supraconductivité. On appelle ça des cuprates supraconducteurs. Mais de nombreuses théories pensent que le spin des atomes de cuivre dans les cuprates supraconducteurs aurait un rôle essentiel à jouer pour comprendre l'origine de cette supraconductivité. Donc je me garde bien de vous expliquer ces théories qui m'emmèneraient dans plusieurs exposés à la fois. Moi-même, j'ai travaillé une vingtaine d'années sur cette question-là pour essayer de comprendre le lien entre les spins de ce matériau et pourquoi est-ce qu'il tient comme ça, de façon un petit peu magique, il faut bien le dire, sous un aimant. Maintenant, je vais prendre 3 exemples un peu modernes d'utilisation du spin. J'en ai fini de l'historique. Je vous ai expliqué comment est arrivée la découverte du spin, des atomes qu'on envoie dans un champ magnétique et puis qui sont déviés. Je vous ai expliqué la théorie qui est venue derrière, Dirac, Goudsmit, Uhlenbeck. Et je vous ai expliqué ensuite comment ça a servi à la chimie et à la physique pour comprendre ce qu'on avait déjà constaté expérimentalement. Et maintenant, dans l'étape suivante, je vais vous montrer des nouvelles expériences qui n'ont été possibles que parce qu'on avait compris ce qu'était un spin. Et j'ai choisi 3 expériences de façon complètement arbitraire parce que moi, elles me plaisent. D'accord ? Alors la première, elle me plaît parce que je l'avais réalisée moi-même il y a quelques années avec des collègues. C'est une expérience qui a trait à la physique quantique fondamentale à basse température dans certains matériaux. Alors ce matériau, le voilà, c'est des atomes. Les petites boules, c'est des atomes. Alors ceux qui comptent, c'est des atomes violets, c'est des atomes de cuivre. Les autres, c'est des atomes de barium ou d'oxygène. Ce matériau-là, qui existe, qu'on peut synthétiser en laboratoire, il se trouve que chaque atome de cuivre porte un spin, un petit aimant. Donc si je les dessine, vous voyez, si je prends une seule couche parce que c'est plus simple, bah, les spins, ils se mettraient comme ça. Ce matériau-là, si les spins s'alignent tous, ben, vous avez compris le truc, hein, ça sera un aimant. Et donc la question que d'autres physiciens s'étaient posée avant nous à l'époque, c'était est-ce que ce matériau est un aimant? Alors ce matériau, il avait un nom tout à fait particulier, on appelait ça des échelles de spin. Alors pourquoi des échelles? Ben, les échelles, je ne sais pas si vous les voyez, regardez. En fait, la façon dont les spins sont organisés, c'est comme s'ils étaient sur des barreaux d'échelle. Donc la question, c'est est-ce que ce machin-là est un aimant? C'est une question qui était légitime pour plein de raisons de physique fondamentale. Donc ça, on peut le mesurer. Alors si on le mesure, voilà ce qu'on trouve. Alors ça, c'est une courbe réalisée dans une expérience assez compliquée qui s'appelle la MuSR. On envoie des muons qui se désintègrent et on détecte des positrons. Je ne détaille pas. Croyez-moi sur parole, cette expérience permet de détecter de façon extrêmement fine si un matériau est un aimant ou pas. C'est-à-dire que c'est bien plus fin que juste approcher autre chose et voir si ça colle. Là, on va vraiment au cœur de la matière pour voir si c'est un aimant. Eh bien, dans un aimant, on devrait voir cette courbe-là. Et dans ces matériaux-là, voilà ce qu'on a vu. Rien du tout. Une courbe qui reste tout en bas à 0. Alors je sais que j'ai certains étudiants, s'ils mesuraient une courbe comme ça en travaux pratiques, ils diraient « oh là là, c'est pas intéressant, ça n'a aucun intérêt, on jette à la poubelle ». En fait, elle est passionnante cette courbe-là. Le fait qu'elle ne montre aucune remontée veut dire que ce matériau n'est pas un aimant, mais pas du tout un aimant. Les spins ne se mettent même pas tête bêche, se mettent même pas comme ça. En fait, ce qu'on peut comprendre avec cette expérience, c'est que les spins font quelque chose de tout à fait étonnant dans ces échelles de spin que je vais vous décrire maintenant. Et là, vous allez voir les limites du PowerPoint. C'est indescriptible avec un PowerPoint, mais je vais quand même essayer. Au début, on s'était demandé, est-ce que sur mon échelle, les spins s'alignent tous? Eh bien, ce que montre cette expérience, c'est que non seulement ils ne s'alignent pas, ils ne se mettent pas non plus tête bêche comme ça. Ce que font les spins, c'est qu'ils se mettent à la fois comme ça et de façon inversée. Autrement dit, ils se mettent tête bêche comme ça et comme ça. Alors là, on pourrait croire, quand on regarde mon animation, qu'ils font ça, puis ça, puis ça, puis ça. Non. En fait, on s'est rendu compte qu'ils font les deux à la fois. Il y a ce qu'on appelle une superposition quantique des états de spin. Le spin forme un singulet, il va se mettre à la fois haut, bas et bas, haut en permanence. Et ce n'est pas qu'il va de l'un à l'autre, c'est qu'il est vraiment les deux à la fois. Et là, avec mes doigts, je ne sais plus le faire. Cet objet-là, qui est une échelle de spin, on appelle ça un liquide de spin. C'est des objets qui ont des propriétés tout à fait étonnantes. Notamment à basse température, ils refusent de se geler, ils refusent de s'organiser.
Et ça va créer toute une physique très originale. Il y a la physique des monopoles de spin dans les glaces de spin, il y a la physique des systèmes frustrés, il y a la physique des chaînes de Haldane, des liquides de spin. Toute une physique dans des systèmes souvent à base de cuivre, souvent mesurés à très basse température, souvent des oxydes, et qui, quand on les tient dans le creux de la main, n'ont vraiment l'air de rien, et qui en fait cachent une des physiques quantiques les plus originales à l'œuvre, et qui sert à modéliser plein de situations vraiment originales dans les laboratoires de nos jours. Donc ça, c'était mon exemple côté physique fondamentale. Et il y a des gens qui passent de nombreuses années à étudier ces matériaux-là en laboratoire. Deuxième exemple, on va à nouveau prendre le spin, et maintenant on va le manipuler en s'intéressant à l'électricité. Alors pour faire ça, on prend un bout de métal, mais un aimant bien sûr, c'est ça qui est amusant. Donc voilà, deux aimants, regardez, c'est le même, mais dans un cas, le pôle nord est vers la gauche, et dans l'autre cas, il est vers la droite. Enfin voilà, vous avez bien compris que les deux sont opposés. Et on va regarder comment le courant électrique peut parcourir un métal comme ça. Donc le courant électrique, c'est des électrons. Donc on va juste regarder si un électron peut passer facilement à travers cet aimant ou pas. Alors en réalité, ce qu'on peut montrer, expérimentalement et théoriquement, c'est que ce qui compte, c'est le sens du spin de l'électron au début. Oh là là, j'arrive pas à vous le montrer, ça y est, il est là. Regardez bien, là, il est parallèle à eux. Dans cette situation-là, pour l'électron, c'est la belle vie. Regardez, il passe assez facilement, il subit très peu de chocs. Si au contraire, vous prenez un électron dont le spin n'est pas parallèle à celui de l'aimant, qu'il est anti-parallèle, alors là, c'est une catastrophe. Regardez bien, il va subir plein de rebonds, plein de chocs. Autrement dit, ce matériau va présenter une petite résistance électrique, celui-là, une grande résistance électrique. D'accord ? Et milieu des années 70-80, des physiciens se disent, et qu'est-ce qui se passerait si on était un petit peu plus compliqué et qu'on essayait de superposer un aimant à un autre aimant en sens inverse? Alors on ne peut pas faire ça directement, il faut mettre une petite couche entre les deux, cette couche elle fait quelques nanomètres. Qu'est-ce qui va se passer pour ça? Regardez bien ce cas-là, c'est facile, hein. Si mon spin il est comme ça, pour lui c'est la belle vie en bas, et pas facile en haut, hein, comme tout à l'heure. Si je prends l'autre, lui c'est l'inverse, c'est pas facile en bas, très facile en haut. Mais à la fin, si je fais la somme des deux effets, le bleu et le rouge subiront la même résistance. Je représente ça par une lettre R. La résistance du bleu et du rouge, c'est la même chose. Sauf qu'il y en a un, c'était en bas, l'autre, c'était en haut, qui était la vie difficile. Regardez maintenant ce qui se passe à droite. Alors là, à droite, c'est différent. Les deux aimants maintenant sont parallèles. Si je prends le spin rouge du début, lui, il est heureux en bas, et il est heureux en haut. Donc pour lui, la résistance est toute petite, encore plus petite que ce qu'on avait mesuré là. Par contre, si je prends le spin bleu, alors là, pour lui, c'est la catastrophe, et en bas et en haut. Alors ça, les électriciens savent traiter ce genre de problème. Ça correspond à un cas où on met deux résistances en parallèle, et un électricien sait bien qu'on ne doit pas juste faire la moyenne. Quand deux résistances sont en parallèle comme ça, cet objet-là, à la fin, va bien plus résister que celui-là, où les deux résistances seraient équivalentes. Si vous n'êtes pas électricien, vous me croyez sur parole. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils nous emmènent dans ce truc hyper compliqué de sandwich magnétique avec des aimants retournés, une couche des spins? Eh bien, regardez bien. L'idée, on la doit à Albert Fert et à son équipe. Donc Albert travaillait à l'époque dans mon laboratoire, le laboratoire de physique des solides, et également au laboratoire de Thomson, maintenant Thales. Il y avait une collaboration entre deux groupes dans ces deux laboratoires. Et il réalise exactement le dispositif que je vous ai montré, cet empilement. Et il va mesurer la résistance électrique dans ce machin-là. Alors cette couche vers le haut, couche vers le bas, une couche intermédiaire, on a un système de multicouches. Je vous ai dit que là, dans cette situation-là, la résistance serait très différente et bien plus élevée que dans la situation où les deux seraient parallèles. Eh bien, c'est exactement ce qu'on constate sur la courbe. Cette courbe-là, je l'ai prise de l'article d'Albert. Regardez bien, quand vous faites tourner les spins en haut, en approchant un autre aimant, la courbe descend, et la courbe, c'est la résistance électrique. Autrement dit, on a inventé un objet vraiment compliqué qui change de résistance quand on change le sens des aimants en haut. Et ça, c'est un objet vraiment intéressant sans en avoir l'air. Parce que cet objet-là, cette petite couche, qui en plus est toute petite, hein, qui occupe très peu de place, qui peut être sur des nanomètres, on est en train de dire que si on mesure la résistance électrique dedans, elle va beaucoup changer selon qu'on approche un aimant en haut pour faire tourner cette couche-là, ou pas. Elle change au point qu'on va appeler ça une magnétorésistance géante. L'effet est géant. L'effet, ça peut être un facteur 2 sur la résistance. Elle peut être 2 fois plus faible. À quoi ça sert? Là, la question est légitime. Et l'idée vient très vite, elle vient non seulement au groupe d'Albert Fert, mais aussi au groupe de Peter Grunberg, qui fait la découverte à peu près simultanément. Les deux vont d'ailleurs avoir le prix Nobel pour cette découverte, la magnétorésistance géante. Et en fait, ce que cache cette magnétorésistance géante, c'est tous les disques durs. Pourquoi? Parce que dans un disque dur, vous avez une tête de lecture. Eh bien, ils viennent d'inventer la meilleure tête de lecture qu'on puisse imaginer. Pourquoi? Regardez, reprenez le sandwich. Vous le reconnaissez, le sandwich, il est là. Voilà, le voilà ici. Si vous le déplacez au-dessus de petits aimants, la piste magnétique de mon disque dur, on comprend le truc, hein, les petits aimants vont maintenir ça vers le haut,
puis ensuite le retourner, etc. Et à chaque fois, si on mesure la résistance de cet objet-là, on va voir qu'elle change. Elle va être haute, basse, etc. Autrement dit, on utilise la mesure de la résistance électrique pour détecter le magnétisme du disque dur. Et ça, c'est vraiment intelligent, parce que la résistance électrique, c'est quelque chose de très facile à mesurer. La tête de lecture occupe très peu de place par rapport aux que les ancêtres connaissent parmi nous, hein, dont moi je me servais quand j'étais jeune. Dans les cassettes audio, on avait une espèce de petit électroaimant qui détectait la piste magnétique sur des millimètres. Là, on est en train de détecter une piste magnétique sur des nanomètres. Et donc, on peut mettre beaucoup plus d'informations dans le disque dur, et donc on invente tous les supports de mémoire à base de disques durs modernes. Alors, ce n'est pas seulement pour l'invention de la tête de lecture de disque dur que Fert et Grunberg ont eu leur prix Nobel, c'est pour en fait avoir ouvert tout un champ de recherche. Un champ de recherche où on va commencer à faire de l'électronique, ici on est en train de faire de l'électronique en réalité, à faire des mémoires, à lire des mémoires, sans se servir, comme on le faisait jusque-là, de la charge de l'électron, c'est pour ça qu'on appelait ça de l'électronique, mais en se servant de son spin. Et c'est pour ça qu'on va appeler ça de la spintronique. Et donc, ils inventent un nouveau champ de recherche, la spintronique, qui consiste à utiliser le spin des électrons plutôt que leur charge électrique pour réinventer toute l'électronique moderne. Et ça va présenter plein d'avantages, et parfois des inconvénients, par rapport à l'électronique telle qu'on la connaît de nos jours. Et il y a maintenant de très nombreux laboratoires dans le monde qui travaillent aux frontières entre magnétisme et nanophysique pour inventer cette nanophysique de spin, la spintronique, qui permettra probablement d'inventer de nouveaux composants et de nouveaux types d'ordinateurs dans le futur. Alors si on parle d'ordinateur, je ne peux pas ne pas parler de l'ordinateur quantique. Alors je ne vous en parlerai pas beaucoup dans l'exposé, mais cet ordinateur quantique dont plein de gens parlent actuellement et qui pourrait peut-être dans l'avenir révolutionner les ordinateurs du futur, beaucoup d'ordinateurs quantiques dans les laboratoires se basent sur l'utilisation de spin. Le spin est un outil idéal pour faire de l'informatique quantique. Pourquoi ça? Parce que si vous voulez faire de l'informatique quantique, en gros, il faut superposer deux états. Eh bien, on peut exactement faire ça avec le spin, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en le mettant à la fois comme ça et comme ça. Eh bien, si vous avez un spin à la fois vers le haut et vers le bas, c'est un objet de base idéal pour l'informatique quantique. Et beaucoup de laboratoires travaillent actuellement à domestiquer et manipuler le spin pour faire de l'informatique quantique. Alors, j'espère que vous tenez encore le coup. Je vous ai parlé de physique fondamentale, je vous ai parlé d'électronique de spin. Dernière application dont je voudrais parler, et je finirai avec ça, la médecine. Alors la médecine, attention, je ne parle pas de médecine magnétique, où là on est plutôt dans le domaine des pseudosciences. Moi je vous parle d'un outil de médecine inventé grâce à la physique quantique et à la manipulation des spins. Et cet outil, vous allez le voir, utilise ce qu'on appelle la résonance magnétique nucléaire. Alors je vous l'explique en deux mots, la résonance magnétique nucléaire. Dans votre atome, je vous ai dit qu'il y avait un électron avec un spin, et à partir de maintenant, je vais complètement l'oublier, et je vais m'intéresser au noyau de l'atome. Il se trouve que le noyau aussi porte un spin, mais il est 1000 fois plus petit que le spin de l'électron, donc on s'en préoccupe presque jamais, sauf justement pour l'IRM. Dans l'imagerie médicale, ou dans la résonance magnétique nucléaire, on va justement prendre ce tout petit spin sur le noyau et le manipuler. On sait faire ça en envoyant des champs radiofréquences, on sait le faire tourner comme une toupie, on sait le basculer, le faire remonter. Et ce dont on se rend compte dans les années 60-70, alors qu'on le manipule déjà depuis longtemps dans les solides, on se rend compte que dans la matière vivante, le spin des noyaux des atomes de la matière vivante, quand on le bascule, ne remonte pas à la même vitesse selon où on se trouve. Si on se trouve dans un liquide, par exemple, il va souvent remonter plus vite que si on se trouve dans un cartilage. Et donc, si vous êtes capable d'inventer une expérience qui bascule ces spins et qui mesure à quelle vitesse ils remontent, le temps qu'ils mettent à remonter, leur temps de retour à l'équilibre, vous allez être capable de distinguer différentes zones d'un corps. Alors, je vous montre une petite animation qui montre ça. Dans cette petite animation, excusez-moi, je zappe ça, hop. Dans cette petite animation, on a une tête. Alors là, je suis désolé, c'est moi qui l'ai dessinée, donc elle est vraiment très moche. Et si vous pouvez me lancer l'animation, regardez bien, les spins dans cette tête, on les a basculés et ils ne remontent pas tous à la même vitesse. Il y en a ici qui remontent bien plus lentement que ceux-là. Eh bien, on va mettre des couleurs. Ceux qui remontent lentement, on va mettre du vert. Ceux qui remontent vite, du bleu. Ceux qui remontent très vite, du noir. Et si on trace ça et qu'on le fait à différents endroits, par exemple d'un cerveau, on va pouvoir faire de l'imagerie médicale. L'IRM, l'imagerie médicale, c'est de la manipulation quantique des spins, des noyaux de vos atomes d'hydrogène. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant comme technique? Parce que c'est non invasif. Ça, c'est une façon élégante de dire qu'on n'a pas besoin de vous couper en deux pour faire des tranches. Autre intérêt de l'IRM, ça ne présente aucun effet nocif sur le corps humain parce qu'on est en train d'appliquer des champs magnétiques statiques, même s'ils sont élevés, qui n'ont pas d'effet sur le corps humain. Aucune étude médicale n'a montré le moindre effet d'un champ magnétique sur un corps humain. À l'inverse, par exemple, des radios, les rayons X, où là, on sait qu'évidemment, on a des effets de radioactivité sur le corps humain. Donc si vous avez à choisir dans un hôpital entre un scan rayon X et une IRM, choisissez toujours l'IRM. Alors en général, pour plein de raisons médicales, on n'a pas ce choix-là.
L'IRM sait faire certaines choses que ne savent pas faire les rayons X et réciproquement. L'IRM, on la doit donc à Stern-Gerlach, on la doit donc à Zeeman, on la doit donc à des physiciens qui avaient compris ce qu'était le spin et comment le manipuler. Et on la doit également à Lauterbur, qui va mettre ça en scène, et à d'autres physiciens et également biologistes et médecins, et qui vont amener cette expérience de physique quantique pure vers les hôpitaux. Alors voilà à quoi ressemble une IRM. Une IRM, on vous met là-dedans, ça fait un boucan pas possible, hein, parce que les champs magnétiques sont en train de bouger, donc ça crée des gradients et des forces mécaniques monstrueuses. Et autour, là, en fait, ce qui se cache, c'est un champ magnétique qui oriente les spins de vos noyaux pour pouvoir ensuite les faire basculer et les bouger. Donc on fait une sorte d'expérience de Stern-Gerlach sophistiquée. Il y a en plus beaucoup de froid pour que le champ magnétique créé ici soit très puissant, et c'est avec des supraconducteurs qu'on crée ces champs-là. Et à la fin, si vous faites une IRM, vous voyez ça. Et là, j'attire votre attention sur l'aspect sublime de cette image. On s'y habitue trop à ces images. Moi, il y a 20 ans, quand je faisais mes études, elles n'existaient pas, ces images. Il y a 30 ans, on ne savait pas faire des coupes comme ça. Ça date du milieu des années 70, 80, 90 pour vraiment arriver à faire des choses aussi performantes et aussi résolues. Avant, les médecins, ils coupaient les gens en tranches, hein. Donc l'IRM permet d'aller voir dans le corps humain sans le détruire, sans le modifier. On sait maintenant même faire des choses avec l'IRM absolument incroyables du côté de la neurologie, du côté de la psychologie. On sait presque suivre la pensée en direct en regardant les zones qui s'activent ou se désactivent selon ce que fait un patient. Et il y a beaucoup d'études du côté de la neuro liées à l'utilisation de l'IRM. J'en ai fini avec mes 3 exemples. J'en arrive maintenant à ma conclusion. Ma conclusion, vous la sentez venir, hein, c'est un peu toujours la même histoire, c'est qu'on est parti d'une question très fondamentale et apparemment très naïve. C'est quoi un aimant? C'est quoi un aimant? Et ces questions très naïves sont souvent très profondes. Et on a vu que la réponse, elle n'était pas naïve, elle était complexe. Ce qu'il y a d'amusant dans cette histoire-là, c'est qu'on croit toujours que la physique, elle va prévoir des choses. Non, non, la physique, l'essentiel de son boulot, c'est comprendre ce qui existait avant. Le premier aimant qu'on a pu détecter dans l'histoire de l'humanité, il est en Chine, vous voyez, on est 300 avant Jésus-Christ. Et il va falloir attendre en gros 2000 ans pour comprendre comment cet aimant marche. Alors là, vous allez me dire, on voit une cuillère, en fait, cette cuillère, c'est une boussole. D'accord? C'était la forme des boussoles dans la dynastie Han en Chine. Et donc on part des débuts de l'humanité, des balbutiements où les hommes commencent à se servir des aimants pour se guider, et pour faire des découvertes notamment, hein, toute l'histoire de la marine. Et on va progressivement aller vers la physique moderne et aller vers les laboratoires. Voilà un exemple de laboratoire où on étudie justement avec de la résonance magnétique nucléaire des systèmes quantiques à basse température. Ça, c'est des collègues du laboratoire, Philippe et Fabrice. Et donc, on a ce cheminement un peu pénible où les êtres humains progressivement vont domestiquer tellement bien la science qu'ils vont arriver à comprendre ce qu'ils utilisaient sans le comprendre avant, les aimants. Et une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir faire des choses nouvelles dans le monde de la physique fondamentale, dans le monde des hautes technologies, je vous ai parlé de spintronique, et puis également dans le monde du médical, comme l'illustrait ici l'IRM que je vous ai montré juste avant. Et donc c'est ce bond que moi je trouve absolument prodigieux qu'arrive à faire la physique, où parfois elle passe par des aspects très fondamentaux, très conceptuels, où les gens pourraient dire en regardant ça, non mais arrêtez, le spin, l'expérience Stern-Gerlach, ça n'a aucun intérêt, nous ce qu'on veut c'est des choses appliquées, et où ça vaut quand même le coup d'étudier ces choses-là et de les comprendre, même si elles ne servent à rien. Je ne suis pas sûr que Stern-Gerlach à l'époque, ou Zeeman, quand ils ont compris ces effets de spin, auraient prédit que ça serve à quelque chose. Et pourtant, 80-90 ans après, on a toute l'imagerie médicale qui permet de détecter par exemple les tumeurs cancéreuses. Et voilà, j'espère que vous vous êtes enthousiasmés comme moi sur ces histoires d'aimants. Je vous invite à nous rejoindre sur notre site vulgarisation.fr où on développe plein de ressources pédagogiques et vous retrouverez aussi d'autres conférences. Et puis je vous invite aussi à continuer à suivre toutes les conférences d'Uniciel et de KitCam. Et je vous remercie. Merci beaucoup Julien pour ta conférence. On est effectivement incollable maintenant sur la notion de spin. On va te poser quelques petites questions, hein. Forcément ça nous interroge avec toutes ces choses bien profondes. La première question c'est, est-ce qu'un aimant a forcément un pôle nord et un pôle sud? Parce que parfois on a l'impression que non. Alors je crois que j'ai entendu, est-ce qu'un aimant a forcément un pôle nord ou un pôle sud, c'est ça? C'est ça. C'est une excellente question. Ça fait partie de ces questions qu'on n'ose parfois pas poser en cours et qui sont excellentes. La réponse c'est oui et non. Oui, jusqu'à il y a 10-20 ans, on pensait qu'un aimant avait toujours un pôle nord et un pôle sud. Ça, c'est lié notamment aux équations de Maxwell qui vous disent que vous ne pouvez pas séparer les deux pôles. On peut séparer une charge électrique plus et moins. On ne peut pas séparer un pôle sud et un pôle nord. Si vous cassez un aimant en deux, faites l'expérience chez vous, vous allez retrouver deux petits aimants avec un pôle sud et un pôle nord. Et la raison à ça, on la comprend bien, c'est que quand je casse mes aimants, à la fin, je trouve un spin qui a un pôle sud et un pôle nord. Et le spin, je ne peux pas le casser en deux. C'est un objet quantique que je ne sais pas casser. Donc la réponse a priori, c'est oui, toujours un pôle sud et un pôle nord. Mais il y a quelques années, des physiciens ont inventé un objet tout à fait étrange qu'on appelle une glace de spin et qui est une collection de plein d'atomes mis dans des situations géométriques assez originales qui font penser à la vraie glace, c'est pour ça qu'on appelle ça des glaces de spin.
Et les spins dans ces systèmes-là ne se mettent pas du tout tête pêche, ils se mettent de façon assez complexe, de sorte qu'à la fin, ce système se comporte comme si on avait réussi à séparer le pôle nord et le pôle sud. On n'a pas du tout réussi à séparer le pôle nord et le pôle sud, mais ça se comporte comme si. Et donc les physiciens arrivent maintenant à inventer des objets en laboratoire qui ressemblent à un pôle nord tout seul ou un pôle sud tout seul, même si les équations de Maxwell et les équations quantiques disent qu'on ne sait pas a priori séparer un pôle sud et un pôle nord. D'accord, merci. Alors une question qu'on a en direct sur YouTube, est-ce qu'il y a un matériau qui annule le magnétisme? Alors j'ai entendu, est-ce qu'il y a un matériau qui annule le magnétisme? Il y a des matériaux qui protègent du magnétisme, mais qui ne l'annulent pas. C'est-à-dire que si j'ai un aimant comme celui-ci, et que je ne veux pas qu'il ait d'effet magnétique ici, on a des matériaux qui servent de parapluie un petit peu, qui servent d'écran. On appelle ça des mu-métaux, par exemple, qui canalisent les lignes de champ. Ou on peut utiliser un autre aimant qui va essayer de contrecarrer l'effet de celui-là. On peut utiliser un supraconducteur. Vous savez, le machin qui flotte et que je vous ai montré tout à l'heure, si on fait une cage supraconductrice, elle va protéger des champs magnétiques. Donc on a des manières de protéger des aimants, mais ce n'est pas si simple. C'est moins simple que quand on veut se protéger de l'électricité, où il suffit juste de faire une cage de Faraday en métal. D'accord. Alors tu as parlé des écouteurs en introduction de ta conférence, mais à quoi servent les aimants dans les écouteurs? Ah, là ça revient à ce qu'est un haut-parleur. Un haut-parleur, en gros, ça va être une bobine, une membrane et un aimant. Et en envoyant du courant électrique à travers la bobine, on va faire bouger l'aimant qui va faire vibrer la membrane. Et cette vibration va créer une onde qui va arriver jusqu'à votre oreille et faire vibrer votre tympan. C'est le son. En fait, le son vient du haut-parleur par une vibration mécanique emmenée au niveau de l'enceinte du haut-parleur. Et cette vibration, ensuite, elle appuie sur l'air qui va jusqu'à votre oreille et que vous entendez finalement. Ça veut dire que si vous utilisez un très bon haut-parleur mais que vous êtes dans le vide, dans l'espace par exemple, vous n'entendrez rien. Merci beaucoup. Alors, on parle parfois des électroaimants. C'est quoi un électroaimant? Oui, je me suis bien gardé de vous en parler, des électroaimants. L'électroaimant, c'est un aimant qui n'en est pas un. C'est-à-dire que ça a l'effet d'un aimant, ça a la couleur d'un aimant, ça a le goût d'un aimant, mais ça n'est pas un aimant. C'est en fait du courant électrique dans une bobine de fil électrique. Vous prenez du fil, vous faites une bobine, et vous mettez du courant dedans, par exemple avec une pile. Eh bien, cet objet-là va se comporter comme un aimant. En fait, c'est ce qu'on comprend au XIXe siècle avec les équations de Maxwell. On comprend que électricité et magnétisme sont reliés. Et que donc on peut être un peu astucieux et utiliser de l'électricité pour faire du magnétisme. Et réciproquement, on peut utiliser des aimants qu'on va faire bouger pour créer de l'électricité. Et donc ce va-et-vient entre électricité et magnétisme, qu'on comprend au XIXe siècle, explique les électroaimants. Donc pour résumer, un électroaimant, ça a exactement le même effet qu'un aimant, mais dedans, il n'y a pas d'aimant. Dedans, en fait, il y a une bobine de fil électrique dans laquelle on fait circuler un courant. Alors on revient sur une question de YouTube et sur la notion de spin. Ilyes Asnaoui nous dit, est-ce qu'on peut modifier la position initiale d'un spin? Alors, la position initiale d'un spin. Alors, il y a deux choses peut-être quand on parle de position. Il y a peut-être son sens, et puis où il est physiquement. Alors, où il est physiquement, c'est facile. Il est accroché à l'électron ou à l'atome, donc il suffit de bouger l'électron et l'atome, et il va avec. On ne le sépare pas. D'accord ? L'autre question peut-être qui se cache derrière cette question-là, c'est dans l'expérience que j'ai faite des aimants au début, vous vous souvenez avec la pointe bleue, et puis l'autre là blanc, et j'envoyais des aimants dedans, et puis ils montaient vers le haut, vers le bas, mais au début, ils étaient toujours comme ça, ou comme ça. Et on peut se dire, mais pourquoi après tout? Pourquoi est-ce que le spin est choisi d'être comme ça, vers le haut de la pièce? Pourquoi est-ce qu'au début, il ne serait pas comme ça et comme ça? Qu'est-ce qui choisit le sens du spin au départ? Qu'est-ce qui choisit? Nous, on appellera ça l'axe de quantification. Alors là, la réponse, elle est hyper vicieuse. C'est le dispositif expérimental. Selon la façon dont vous allez mesurer le spin, il va choisir de se mettre dans l'axe de la mesure, on va dire. Et donc, c'était le fait que j'ai un aimant avec une pointe vers le bas comme ça, qui orientait verticalement mon expérience. Si j'avais tourné tout mon dispositif de 90 degrés, eh bien derrière sur l'écran, j'aurais vu deux taches non plus en haut et en bas, mais à droite et à gauche. Tous les spins se seraient mis soit est-ouest, soit ouest-est. D'accord, merci. Alors une autre question YouTube de Bilal Amamou. Est-ce que tu peux expliquer plus en détail le principe de la cage de Faraday, les surfaces équipotentielles? Le principe de la cage de Faraday, alors, ce n'est pas du tout relié aux aimants. Le principe de la cage de Faraday, c'est que vous prenez un métal et vous vous mettez à l'intérieur du métal. Et ce métal, en réalité, va repousser les champs électromagnétiques. Et ça, c'est le principe du miroir, en fait. Le miroir chez vous, c'est une sorte de paroi de cage de Faraday. Vous prenez 4 miroirs, vous avez une cage de Faraday. Un miroir, on se voit dedans. Pourquoi? Parce que la lumière rebondit. La lumière n'est pas capable de passer à travers un miroir parce que c'est un métal. Un métal fait rebondir la lumière. Il y a une cage de Faraday, c'est ça. On le sait bien, quand on va dans un ascenseur avec son téléphone portable, ça marche moins bien. Ce qui est d'amusant, c'est que la cage de Faraday, selon l'épaisseur du métal, ça va plus ou moins bien marcher. On comprend, plus c'est épais, mieux ça marche. Mais ça ne va pas marcher de la même manière sur toutes les ondes électriques. Selon la fréquence de l'onde, ça va plus ou moins bien marcher.
Et donc il va falloir choisir l'épaisseur du métal et la qualité du métal en fonction de l'onde dont on veut se protéger. Mais à nouveau, tout ça n'a rien à voir avec les aimants, ça a à voir avec les champs électriques et l'électromagnétisme. D'accord, merci beaucoup. Alors, changeons un peu de sujet, revenons à la Terre. D'où vient le champ magnétique de la Terre? Ah, alors ça c'est une très belle question, très difficile aussi, on aurait pu faire un exposé entier là-dessus. Et là aussi on pourrait se dire, bah, ça c'est un truc qu'on doit savoir depuis très longtemps. C'est un truc qu'on commence à savoir depuis seulement quelques années. Depuis seulement quelques années, on a une idée à peu près claire de ce qui se passe dans la Terre pour faire un champ magnétique. Donc, je ne suis pas sûr de ce que je vais vous expliquer parce que je ne suis pas au raffinement les derniers de la recherche, je vais vous expliquer l'idée générale. La Terre est comme ça et à l'intérieur, il y a du métal fondu à très haute température. Ce que pensaient les gens au début, c'était que le métal c'était du fer et donc ça allait faire un aimant parce que vous aviez un aimant au centre de la Terre. Manque de chance, il fait tellement chaud au centre de la Terre que le métal est fondu et à ces températures-là, le fer n'est pas du tout, mais pas du tout magnétique. Donc il n'y a pas d'aimant dans la Terre. Ce qui fait le magnétisme, c'est un peu le même principe que les électroaimants dont j'ai parlé tout à l'heure. Imaginez que vous soyez dans ce métal en fusion autour de vous, alors je ne vous conseille pas d'y aller, hein, il fait vraiment chaud, et qu'il y ait des tourbillons qui se forment. Eh bien si un tourbillon se forme, c'est comme si de l'électricité tournait, et donc j'ai le principe de mon électroaimant de tout à l'heure, une bobine avec du courant électrique, et ça va faire un champ magnétique. Ce qu'il y a d'amusant avec le champ de la Terre, c'est que ces tourbillons-là, de temps en temps, de façon un peu chaotique, s'inversent. Et ça, on a pu le remontrer dans des très jolies expériences, faites en particulier en France, où on a dans des cuves géantes mis du métal en fusion, je crois que c'était du lithium ou du sodium, et en faisant tourner délicatement la cuve, de la même manière que la Terre tourne, le métal s'est mis à tourner, et on s'est rendu compte qu'en changeant à peine l'axe de rotation de la cuve, parfois, les tourbillons s'inversaient. Ça veut dire que le champ magnétique de la Terre s'inverse. Et en effet, on a pu montrer, en allant faire des mesures sur le terrain, que le champ magnétique de la Terre s'inverse à peu près tous les 100 000 ans. Et donc tous les 100 000 ans, ces tourbillons s'inversent et ça inverse le champ de la Terre. Alors je ne conseille à personne de vivre sur Terre au moment où ça s'inverse. Parce qu'au moment où ça s'inverse, ça veut dire qu'il n'y a plus trop de champ magnétique sur Terre, ou au moins c'est le bazar. Et le champ magnétique, il est très utile parce qu'il nous protège des vents solaires, il nous protège des irradiations de l'espace. Et donc au moment particulier où le champ va tourner, on ne veut vraiment pas être là. Alors rassurez-vous, ça n'arrivera pas dans les quelques milliers d'années à venir. Effectivement, on l'a vécu dans des films de science-fiction. Effectivement, on l'a vécu dans des films de science-fiction. Alors une dernière question par rapport aux aimants. Quelle est la différence entre les aimants au néodyme ou les autres aimants qu'on pourrait avoir? Pourquoi ils sont plus puissants et est-ce qu'on pourrait en découvrir des plus puissants encore? Là aussi, une très bonne et une très difficile question. Vous avez vu que j'ai fait un tour de passe-passe. J'ai fait semblant que soit un matériau, tous les spins s'alignent, soit ils ne s'alignent pas. Donc aimant, pas aimant. Mais on sait bien dans la vie de tous les jours que par exemple les aimants que je vous ai montrés, ce gros aimant bleu et rouge, il n'a pas beaucoup de puissance, alors que ces petits aimants que j'ai dans ma main là ont une très très grande puissance. Ce qui différencie ces aimants, c'est deux choses. C'est la taille du spin, sa force on va dire, est-ce qu'il est très grand ou petit, et ça change selon les atomes qu'on utilise. Et puis la force d'alignement. Moi je vous ai dit ça s'aligne pas, la physique c'est jamais comme ça, c'est jamais tout ou rien. Ça peut s'aligner bien, un peu moins bien, ça peut se retourner, ça peut créer des domaines. Et donc toute cette physique assez subtile qui font qu'un atome va porter un spin ou pas, que ce spin va s'aligner à son voisin ou pas, que ça va former des régions ou pas, ça c'est une physique au cœur des laboratoires qui étudient ces questions-là, les laboratoires de physique des solides notamment, et c'est une question qui est résolue dans les aimants classiques, mais il y a plein d'aimants où on n'a pas encore bien compris pourquoi ils sont plus ou moins forts. À la question suivante qui est, est-ce qu'on trouvera des aimants plus puissants que les aimants néodyme-Ferbor? La réponse, comme toujours en recherche, c'est je ne sais pas. Il est probable qu'on ne trouvera pas des aimants incroyablement plus puissants que ceux-là, mais si vous voulez, non pas avoir un aimant plus puissant, mais créer l'effet d'un aimant comme si cet aimant était plus puissant, alors à ce moment-là, laissez tomber ces aimants-là, utilisez un électroaimant, mettez énormément de courant dedans, et vous aurez un aimant bien plus puissant que ces petits aimants-là. On sait par exemple en laboratoire faire des aimants qui font 1 million de Gauss, c'est-à-dire 1 million de fois le champ de la Terre. C'est à peu près le record de ce qu'on sait faire dans les laboratoires. Et pour faire ça, on n'utilise pas du tout ces aimants néodyme-Ferbor. On utilise une bobine de fil électrique, on met énormément de courant dedans, on prend des supraconducteurs, on prend de l'hélium liquide, on prend beaucoup d'eau pour refroidir une partie en cuivre, et avec ces systèmes hybrides très complexes, on arrive à faire les champs les plus grands qui existent sur Terre. Deux dernières questions, parce qu'effectivement, sur YouTube, ça passionne. Alors déjà, pourquoi une bombe nucléaire qui explose émet un pulse électromagnétique? Waouh, c'est compliqué. Alors ça, c'est une façon élégante de dire « je ne sais pas bien » et je ne vais pas arriver à vous faire une très bonne explication. Mais l'idée générale, c'est qu'en gros, quand on fait imploser un objet ou exploser un objet, il peut se créer des champs magnétiques très importants.
Alors ce qui est amusant, c'est qu'on utilise ça en laboratoire pour faire des champs magnétiques élevés. Il y a certaines expériences quand on veut dépasser le million de Gauss dont je vous ai parlé juste avant, où au lieu de mettre un électroaimant parce qu'on sait que ça ne tiendrait plus, on fait une bombe. Donc moi j'ai déjà vu cette expérience, donc c'est derrière une vitrine, c'est bien protégé et on fait une petite bombe. Alors le prix à payer pour le physicien qui voudrait étudier un matériau dans une petite bombe magnétique comme ça, c'est que chaque mesure lui coûte un échantillon, parce que l'échantillon explose dans l'expérience. Et en explosant, au moment de l'implosion, va se créer des pics de champs magnétiques très élevés. D'accord, merci beaucoup, passionnant. Et une petite dernière de Vincent Lu, qu'est-ce que la décohérence quantique? Waouh, alors là Vincent, il ne me rate pas pour la dernière question. La décohérence quantique, c'est quoi? Alors en physique quantique, je vous en ai pas trop parlé, mais quand on mesure un objet, ça l'affecte. Vous avez bien vu que quand je mesure mes spins, ça organise leur direction en réalité. Et donc, en physique quantique, quand je mesure un objet, souvent il se ratatine en un point. Il y a une sorte de probabilité de présence un peu floue, et quand je le mesure, il se ratatine. Et arrive à partir de là tous les paradoxes, notamment avant de le mesurer, est-ce que cet objet peut être quantique? Est-ce que par exemple un chat peut être à la fois mort et vivant? La décohérence quantique, c'est une explication de comment le système arrête d'être par exemple dans deux états à la fois et choisit un des deux. Si je voulais reprendre mes spins, vous vous souvenez de mon spin qui était à la fois vers le haut et vers le bas tout le temps comme ça? Eh bien, la décohérence quantique, c'est le moment au bout duquel finalement il va choisir son clan, et il sera soit vers le bas, soit vers le haut. Alors ça c'est un point crucial, cette décohérence quantique, parce qu'elle vous dit au bout de combien de temps un objet arrête d'être bizarre et quantique. Ça c'est un point crucial à la fois pour la théorie, et si vous voulez inventer des ordinateurs quantiques. Parce qu'un ordinateur quantique, vous devez faire le calcul, c'est-à-dire manipuler ces objets, avant que ce temps soit passé, ce temps de décohérence. Alors la personne qui a réussi à presque filmer en direct cette décohérence quantique, c'est Serge Haroche. Il y a d'autres gens qui l'ont fait aussi dans le monde. Il a eu le prix Nobel pour ça il y a quelques années. Il a réussi véritablement à regarder un objet quantique arrêter d'être quantique en direct au fur et à mesure qu'on l'affecte. Et ce qui compte en fait dans la décohérence quantique, c'est à quel point votre objet quantique, vous le mettez en présence de lumière, en présence de matière, en présence de chaleur. Dès que vous allez arrêter de le protéger, dès que vous allez mettre quelque chose autour de lui, il va très vite arrêter d'être quantique. Et c'est ce processus-là qu'on appelle la décohérence et qu'on essaye de domestiquer dans les laboratoires, d'abord pour faire des expériences de physique quantique amusantes, et ensuite parce que ça permettrait d'augmenter les capacités et le temps de calcul des ordinateurs quantiques s'ils existent un jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien, pour... J'entends plus rien. C'est normal, c'est les aléas du direct. Ah d'accord. Merci beaucoup Julien pour ta conférence, des choses passionnantes encore à redécouvrir. Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo de cette conférence sur la chaîne Uniciel YouTube. Vous pouvez retrouver également sur cette chaîne différentes vidéos dont on a parlé. On a parlé de l'IRM, il y a un épisode de la série Kesako notamment qui en parle, et d'autres ressources également qui pourront vous aider sur tout ce qui concerne la mécanique quantique ou la physique en règle générale. Et puis n'hésitez pas à revenir parce que la série de conférences QuidQuam va perdurer et pour des nouveaux thèmes. Merci beaucoup encore Julien et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.